Paris est la plus belle ville du monde. La terre entière rêve d'y flâner, de s'en inspirer, d'y découvrir son histoire et son goût immodéré pour les belles choses. La capitale est tout simplement la première destination touristique au monde. Mais qui peut se vanter de connaître la ville sur le bout des doigts? En tournant ce documentaire, jamais nous n'aurions imaginé ce qui va suivre. Des lieux insolites, souvent inaccessibles et interdits, comme cet immeuble transformé en bouche d'aération. On va s'approcher de plus près pour voir vraiment si on peut apercevoir des trucs au fond. Des personnalités aux activités insoupçonnables. Paris est une autre planète. Alors accrochez-vous bien, pour notre première balade, on monte sur les toits de Paris. Et même si vous n'avez pas le vertige, nos explorateurs urbains vont vous donner quelques sueurs froides. Tu te sens en confiance? Ouais, ça va. Ok. Sous terre, les stations de métro fantômes n'existent pas? Si, et on y était. À Paris, il y a des tricératops. Vous ne le saviez pas? Nous non plus. Si c'est vu. Il y a aussi des poissons qui mangent des pigeons. Du côté de Bastille, énorme privilège. La garde républicaine nous a exceptionnellement ouvert les portes de son village. 4 hectares que les Parisiens ne soupçonnent même pas. Ses écuries gigantesques, ses maréchaux ferrants et sa fanfare. 2 et... Et puis, il y a ces artistes dont la poésie s'affiche dans les rues de la capitale et qui peuvent valoir de véritables fortunes. Ça coûte 300 à 400 000 euros. Et en passant, vous saviez que 6 millions de Parisiens sont enterrés sous la place d'Enfer Rochereau. Mais avant de descendre dans les catacombes pour une visite exclusive, prenons un peu de hauteur. Grimpons sur les toits de Paris. Là, tout en haut, où personne ne va jamais, à 30 mètres au-dessus du sol. Accrochez-vous, voici Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Avant de descendre dans les catacombes à 20 mètres sous terre, prenons un peu de hauteur et faisons un petit tour sur les toits de Paris. Là, tout en haut, où personne ne va jamais, à 30 mètres du sol. Pour cette première virée dans le Paris interdit et secret, on nous a donné le rendez-vous le plus fou qu'on puisse imaginer, à la rencontre d'explorateurs urbains. Évidemment, nous ne donnerons aucune adresse. Nous n'avons pas le droit d'être là et ce que vous allez voir ne doit en aucun cas vous inspirer. Mais tiens, apparemment, c'est notre rendez-vous qui arrive. C'est pas mal avec les invalides derrière. C'est Atina qui ouvre la marche, et derrière, Vintage. Tous les deux sont des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent plusieurs fois par semaine sur des parcours spécialisés. Il faut évidemment une condition physique et un mental à toute épreuve pour effectuer ces promenades à haut risque sur les toits de Paris. Nous allons tout vous raconter, mais pour l'instant, Vintage tient à s'échauffer et à nous montrer un aperçu de ses pratiques. Bon là, je vais effectuer un petit saut. Il y a à peu près 6 étages, donc faut pas que je me foire. Mais ça va bien se passer au calme. J'ai fait ça plein de fois. Voilà. Un saut de 2 mètres, comme ça, avec un grand sourire. Inutile de vous dire que de notre côté, avec Romain, le caméraman, on n'emmène pas large. À vrai dire, même si la vue est imprenable, il va vraiment falloir qu'il nous explique le pourquoi du comment. Nous, on est vraiment comme des enfants ici. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment de la grimpette en 2D, 3D. On va où on veut. C'est une ouf quand même. Bien sûr, on vole pas, mais on fait des sauts, etc. On arrive à aller un peu partout où on le souhaite. Ouais, c'est vraiment cet espace de liberté que je kiffe. Les toits de Paris sont ainsi faits qu'on peut traverser des quartiers entiers en passant d'un immeuble à l'autre.
Recouverte à 80% de zinc, la capitale est une immense mer bleutée sublime. C'est le baron Haussmann qui transforme Paris en ville moderne au cours du 19e siècle. À l'époque, le zinc est peu coûteux et surtout le zinc est le symbole de la modernité. À perte de vue, les toits de Paris inspirent. Impossible de s'en lasser. Quand on découvre Paris depuis les toits pour la première fois, ça va couper le souffle. Quand on voit cette étendue en fait, de zinc, de bleu qui s'étend jusqu'à perte de vue, jusqu'à l'horizon, c'est magnifique. Et c'est justement en montant sur le premier toit qu'on se dit en fait il y en a énormément à découvrir. C'est vraiment un terrain de jeu sans limite. Donc tous les jours on en découvre de nouveaux et c'est génial. Ok, petite traversée de chantier. Pour le commun des mortels, tout cela n'est pas envisageable. C'est parti. Alors que pour Vintage, il suffirait de vaincre ses peurs. Le mental, c'est une attitude qui te fait dire que ce que tu es capable au sol, tu es capable à 10 mètres ou 100 mètres de hauteur. J'ai appris à contrôler mon vertige. Ma peur du vide que j'avais avant, je me suis sans cesse poussé pour la dépasser et c'est ce que je fais avec cette situation également. Regardez-moi cette vue, les amis. Regardez-moi cette vue. C'est pas magnifique, ça? C'est trop beau, quoi. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses explorations urbaines que Vintage a découvert un immeuble que les plus parisiens des Parisiens ne soupçonnent même pas. Une véritable hallucination. Je vais voir au-dessus si on peut s'engouffrer par une trappe pour rejoindre les toits. Équipé de ses caméras professionnelles, vous avez compris sur ce coup-là, nous ne le suivrons pas, on n'est pas fous. Vintage a repéré une façade d'immeuble qui ressemble à toutes les façades d'immeubles, sauf que... Ce n'est pas un toit normal non plus, hein. C'est plutôt une bouche d'aération, donc on va s'approcher de plus près pour voir vraiment si on peut apercevoir des trucs au fond et essayer d'accéder, pourquoi pas sur la façade. Oh, ça peut être marrant, ça. Ne tentez pas ce que je fais, hein. Donc la bouche d'aération conduit sur cette échelle-là. On va descendre et voir ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui justifie toutes ces prises de risques? Est-ce que je peux descendre? Un truc en bas. Là, je pense que si je tire cette porte-là, il y a une alarme qui va se déclencher. Il faut que je sache ce qu'il y a derrière. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mon exploration. C'est ça. Sinon, si je rentre chez moi, je suis sûr de regretter. Ok. What the fuck? Ah ouais, d'accord. Il n'y a aucun appartement derrière moi. En fait, Vintage a découvert un faux immeuble, une coquille vide. Cette adresse est un conduit d'aération servant probablement à ventiler les réseaux de transport souterrains. Et c'est des vraies fenêtres. Ouh, énorme. Regardez-moi ça. Yes, voilà, je vous parle de l'immeuble factice parisien. Mission réussie quand même. C'est pas beau ça? Mais chacun ses motivations. Vintage est un explorateur urbain qui repousse sans cesse ses limites. Atina est, elle, photographe. Tu peux te décaler légèrement. Là. Ouais, Ok. comme ça t'auras juste sur la l'eau. Attends, je sais pas si on refait. Non, vas-y. Un décor à couper le souffle, plus des personnages hors du commun. Et c'est parti. Atina a de quoi faire. Monter sur le toit de Paris, c'est quelque chose que je trouve très inspirant dans ma pratique photographique notamment. Parce que justement, il y a des structures très variées, il y a des paysages très variés, on voit beaucoup de choses. Si, il y a peut-être un petit truc qu'on peut jouer par là. Oui. C'est un très beau ciel. Ok. Super. Là, ça rend bien. C'est carrément. Et étonnamment, on croise aussi pas mal de gens sur les toits. Que ce soit d'autres photographes, que ce soit des athlètes qui font par exemple du parcours, que ce soit des couvreurs, des gens du coup qui travaillent sur des chantiers ou directement sur les toitures. Et ça, c'est pareil, en fait, d'être au contact de ces différentes personnes, c'est très inspirant. Cela paraît impensable, mais il y a un vrai monde sur les toits. Entre les photographes, les gaffeurs, les couvreurs, ceux qui y viennent pour bronzer et ceux qui s'y retrouvent pour l'apéro. Mais bon, il y a encore un peu tôt pour l'apéro. Un monde caché, au milieu de beauté cachée.
Il y a quelques années, on a eu l'occasion de monter sur le toit du Louvre et en fait c'était très impressionnant parce que quand on est sur le sol et qu'on regarde vers les hauteurs du Louvre, on se rend pas compte en fait de la quantité de détails qui ont été pensés par les architectes à l'époque. C'est-à-dire que sur toutes les cheminées, il y a des bas-reliefs, c'est gravé et en fait on a une perception complètement différente de l'espace. Et là en fait on a accès à une partie de l'histoire qui n'est pas donnée à tout le monde. Je suis passionnée d'histoire et de pouvoir aller dans ces endroits-là, c'est assez exceptionnel. Devant un tel spectacle, on rêverait même que le Louvre organise des visites de ses toits, ultra sécurisés bien sûr. Le soleil se couche sur Paris. La plus belle ville du monde va se calmer pour quelques heures. Demain, elle recommencera à nous étonner, à nous séduire, à nous faire peur aussi et à nous faire rigoler. Mais cette nuit encore, elle continuera à nous faire rêver. Paris fait la belle, de nuit comme de jour. Paris se pavane, Paris, ville lumière. Mais les Parisiens devraient bien se méfier d'elle, car la ville que le monde entier nous envie est construite sur rien. Du vent. Oui, le sous-sol de Paris est un gruyère. La ville manque de s'écrouler à chaque instant. Imaginez un peu. Sous le bitume parisien, 250 km de métro et de RER, 2000 km d'égouts, 3000 km de conduites d'eau, des maillages de lignes électriques dans tous les sens, des canalisations de gaz sous chaque rue. Mais comment tout cela peut-il tenir? Mais surtout, et pire que tout, la ville est construite sur d'anciennes carrières. Les pierres des églises, des immeubles, des monuments viennent tout simplement du sous-sol. Paris est un gruyère truffé d'anciennes galeries exploitées pendant des siècles. Les conséquences sont terribles. En 1961, à Clamart, aux portes de la capitale, une ancienne exploitation de carrière s'effondre. Elle emporte avec elle tout un quartier de la ville. 20 morts. Paris est sous le choc. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a créé ce paysage d'épouvante. L'écroulement de quelques cavernes ou de quelques galeries souterraines, vestiges des carrières d'où sont sorties les pierres de Paris, a soudain fait craquer la croûte de terre qui s'est affaissée de 5 à 6 mètres. Des morts, on en comptera 20. On reste sans voix devant un désastre aussi inattendu, aussi inimaginable. Ces carrières, comme autant de trous dans le sol parisien, vous en connaissez une partie. Son seul nom fait frémir, les catacombes. Les catacombes ou le plus grand cimetière enterré au monde. Direction le sud de la capitale, place d'Enfer Rochereau. En surface, le trafic bat son plein. Voitures, bus, vélos, trottinettes, chacun tente de se frayer un chemin. Une place archi fréquentée donc, mais les milliers d'usagers qui l'empruntent chaque jour savent-ils que sous leurs pieds, à 20 mètres de profondeur, 6 millions de Parisiens y sont enterrés. C'est à peine croyable, et c'est pourtant l'exacte vérité. Un peu avant la Révolution française, une partie des carrières de Paris ont été réquisitionnées pour accueillir 6 millions de squelettes. Autant dire tous les gens morts dans la capitale depuis Lutèce. N'ayez pas peur, mais c'est vrai que les catacombes sont un des lieux les plus insolites à Paris, avec 6 millions de personnes défuntes qui reposent ici dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre. Pour les besoins de ce tournage, nous avons privatisé cet immense ossuaire parisien. Aussi, vous allez voir les catacombes comme vous ne les avez jamais vues. Des salles extraordinaires, pour certaines totalement interdites au public. Et c'est Hélène, pour qui les 2 km de galeries n'ont presque plus aucun secret, qui nous y emmène. Attention, frisson garanti. Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. Vous êtes ici à l'entrée de l'ossuaire.
Ces Parisiens sont pour la plupart morts à Paris avant la Révolution française. Car oui, jusqu'à la Révolution française, quand on meurt à Paris, on est enterré sur place, dans des fosses communes, autour des églises. Mais les Parisiens n'en peuvent plus des odeurs terribles et des maladies générées par les corps en décomposition. À l'époque où on estime qu'il y a un problème avec les cimetières dans Paris, eh bien, on est en train justement de consolider les carrières souterraines de la capitale. Et donc, quelqu'un a l'idée de transférer ces ossements dans les carrières. Donc, on vide les cimetières de Paris pour remplir ces cavités souterraines. Commence alors un macabre ballet. Pour ne pas effrayer les habitants, la nuit, des charrettes vont transporter en silence les squelettes pour les amener dans leur dernière demeure, les catacombes. Pour vider par exemple le cimetière des Innocents, situé sur l'actuelle place des Innocents près du Forum des Halles, il faudra plus d'1 an de va-et-vient. Une entreprise titanesque. Imaginez, les eaux arrivent dans des charrettes, puis sont jetées en vrac dans 2 puits donnant directement dans les carrières de pierre. Tout arrive en fait complètement mélangé en vrac, ici au niveau des carrières. Les eaux ont quand même dévalé 20 mètres. Et au moment de organiser le lieu, on a sélectionné les eaux longs pour les mettre ici en façade parce que c'est stable et que ça fait un mur qui retient tout le reste derrière. Et donc derrière, vous avez le remblai qui est composé de petits ossements, tout le restant du squelette. Une sorte de Tetris géant impensable aujourd'hui. Pour que le mur tienne, on alterne généralement 9 rangées de fémurs et de tibias, avec une couche de crâne, et on recommence. Dans l'empilement, il faut que les os soient à peu près identiques et à peu près stables. Et bien sûr, parmi ces millions de crânes, se trouvent quelques célébrités historiques, mais dont personne ne peut dire exactement où elles se trouvent, mélangées aux dépouilles de millions de Parisiens anonymes. Madame de Pompadour, Robespierre, se trouve quelque part ici dans les catacombes. Mirabeau, ou presque tous les membres du tribunal révolutionnaire qui ont envoyé tellement de monde à la guillotine. Et donc on a cette image d'un lieu qui met tout le monde sur un pied d'égalité. La mort nivelle tout. Comment ne pas se perdre dans ce gigantesque labyrinthe qui court sous la capitale? Et imaginez quand on y circulait à la bougie. Combien d'hommes s'y sont perdus et ne sont jamais remontés? L'un d'eux est même devenu une vraie légende urbaine qui possède sa propre stèle. Philibert Asper. Le gardien qui s'était aventuré bien trop loin, retrouvé 11 ans plus tard et identifié grâce à son simple trousseau de clés. Au milieu de toutes ces allées macabres, les carriers, les ouvriers chargés d'extraire les blocs de pierre, ne perdent pas leur sens de l'humour. Et c'est ici, dans ce sublime puits d'eau turquoise, que les hommes venaient s'amuser. Vous avez ici un puits avec des remontées d'eau, des résurgences de la nappe phréatique, donc de l'eau très claire qui a été filtrée par la roche. Et l'eau est tellement claire qu'on ne voit pas où elle arrive. En fait, elle arrive ici. Et les visiteurs, en général, descendaient trop bas, se mouillaient les pieds, et ça faisait bien rire les carriers. C'est une blague. Bon, on s'amuse comme on peut quand on passe ses journées au milieu de millions de crânes. D'ailleurs, un autre ouvrier s'était trouvé une occupation après ses heures de travail. Gravé à même la roche des paysages d'Espagne. Un certain Monsieur Descures va passer 5 ans à réaliser cette étrange sculpture en 3 tableaux. Arrive le jour où l'artiste décide qu'il est enfin temps de montrer son chef-d'œuvre au monde. Lorsqu'il décide d'ouvrir le lieu à la visite pour montrer ses sculptures, très malheureusement et très ironiquement, la carrière s'effondre sur lui et il meurt là, avec son œuvre. Ah ça, c'est la faute à pas de chance. Mais rassurez-vous, aujourd'hui les ossuaires des catacombes sont parfaitement sécurisés. 2 hectares sont visitables, n'hésitez pas. Et peut-être y retrouverez-vous un ancêtre lointain. Le dernier squelette descendu, c'était en 1861. Faites le calcul,
sait-on jamais. Ce qui est fabuleux, c'est de se demander, en voyant un crâne, mais quand a-t-il ou elle vécu? Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 100 ans. Et la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un Parisien ou une Parisienne. Allez, retour en surface. On prend une grande bouffée d'air frais dans un lieu sublime, la place des Vosges. La plus ancienne place de Paris. Et sans doute aussi la plus belle, au cœur du Marais. En ce début d'après-midi, tout le monde profite d'un beau rayon de soleil dans ce petit coin de paradis. Quand un bruit insolite arrive jusqu'à nous. Incroyable! Le Parisien n'en revient pas. Des chevaux dans Paris. C'est comme assister à l'atterrissage d'une soucoupe volante, une rencontre du troisième type. Après la stupéfaction, arrive le moment séduction. Tu peux lui caresser le bout du nez. Tout le monde veut être l'ami de Dolmen, 10 ans, et de Best, 8 ans. Deux mâles doux et attentifs, qui se prêtent patiemment au jeu des selfies et aux rencontres avec les plus petits. Bonjour. Cette rencontre insolite dans Paris, on la doit à la Garde républicaine, une branche de la gendarmerie nationale. Parmi leurs nombreuses missions, patrouiller dans la capitale à cheval, un véhicule comme un autre. On est considéré comme un véhicule, ouais. C'est atypique, mais c'est un véhicule. Donc le respect du code de la route est de rigueur. Nous ne prenons pas les sens interdits. Par quel miracle, Dolmen et Best, même montés par les cavalières expertes que sont Anaïs et Géraldine, n'ont-ils pas peur de se frayer un chemin dans le trafic parisien? Je sais pas ce qu'elle fait, si elle veut nous doubler ou pas. Dans la capitale, ils sont 350 chevaux à travailler à la Garde républicaine, soigneusement sélectionnés pour leur caractère paisible. Puis ils aiment bien se faire caresser. On pourrait même dire zen. C'est pas n'importe quel cheval qui va accepter de se laisser frôler par un bus ou par des vélos qui font pas attention. Voilà, eux ils sont rodés, ils sont dans leur truc. D'ailleurs, l'heure c'est l'heure, et à Dolmen et Best, on ne leur fait pas. On rentre bientôt, c'est l'heure du goûter. Un goûter bien mérité, car vous allez voir que pour rester parfaitement zen, entre les camions poubelles et les sirènes de pompiers, Dolmen et Best suivent tous les jours un entraînement intensif. Voilà. Passe le portique. Dans quelques minutes, nous allons vous montrer comment, au cœur de Paris, quartier Bastille, 350 chevaux de la Garde nationale se préparent aux situations parisiennes les plus étonnantes. Ouais, passe dessus. Bien. Et des choses étonnantes, même les plus parisiens des Parisiens n'ont pas fini d'en voir. Par un grand ciel bleu d'été, rendez-vous est pris à la Porte Saint-Martin, du côté des grands boulevards. Cet homme nous dit avoir des clés. Oui, mais quelles clés? Pour ouvrir quelle porte? Bienvenue dans une station fantôme au cœur de la capitale. Un lieu strictement interdit au public. Song n'est pas propriétaire d'une station fantôme, mais guide des RATP. Le réseau souterrain n'a aucun mystère pour lui. Juste au-dessus de nous, il y a la Grande Arche qui est la Porte Saint-Martin et le début des grands boulevards. Peu de monde sait qu'il y a des stations qui ne sont plus utilisées et tant de voyageurs passent devant sans même y prêter attention. D'ailleurs, pendant notre tournage, personne dans les rames qui passent ne remarque un instant notre présence. Elles sont au nombre de 4. 4 stations fantômes qui ne figurent sur aucun plan et dont seule une poignée de Parisiens connaissent l'existence. Alors, les stations fantômes ont existé à un moment et elles n'existent plus car elles ont été fermées pour la plupart en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
En fait, plusieurs stations ont même fermé leurs portes, puisqu'on était à la veille d'un conflit mondial. Et le personnel était mobilisé à l'effort de guerre et il fallait aussi réduire le trafic. Donc on a commencé à fermer quelques stations pendant la période du conflit. À la Libération, le réseau du métro parisien réouvre progressivement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la station Saint-Martin n'est plus rentable. Et pour cause, elle n'est qu'à seulement 150 mètres de Strasbourg-Saint-Denis et guère plus de la place de la République. Le réseau parisien est l'un des plus denses au monde. Il y a 303 stations. Il n'y en a que 4 qui sont fantômes. Et en fait, Paris reste quand même bien desservi, car aucune rue de la capitale n'est à plus de 500 mètres d'une station de métro. Voilà pourquoi, depuis plus de 80 ans, la station est endormie. Traces de vestiges, de superbes réclames en faïence des années 40, comme on les faisait à l'époque, conçues pour durer. Ici, à Saint-Martin, on remonte le temps. Le temps s'est vraiment arrêté lorsque la station a été fermée, car on trouve dans les couloirs d'anciennes publicités, en céramique notamment, conçues pour une exposition, et qui sont là et qui ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Une station fantôme qui permet de remonter le temps. Pas mal. Et ce n'est pas fini. Song, notre guide, va nous faire découvrir dans quelques minutes une autre étrangeté. Une station de métro fermée au public, uniquement réservée au tournage de cinéma, à condition d'arriver à le suivre. Paris est étrange, et quelquefois difficile à saisir. La ville ne s'arrête jamais. Dimanche, il est 7 h du matin. Un étrange rendez-vous nous a été donné à Drouot, le principal et mythique hôtel des ventes de la capitale. Ici ont lieu les ventes les plus prestigieuses et les plus folles. Et on nous promet une vente aux enchères exceptionnelle, comme il ne peut en arriver qu'à Paris tous les 10 ans. Alors forcément, il y a de quoi aiguiser notre curiosité. Dans le monde charge qui nous descend au parking, une équipe de reporters russes, des Allemands, des Italiens, à croire que le monde entier est là. Et tout ça pourquoi? Une caisse. Une simple caisse en bois. Mais que peut-il bien y avoir dedans? Dedans, l'impensable. Un tricératops géant, vieux de 65 millions d'années. Et là, ce n'est que le crâne. 2,60 m de long sur 2 mètres de large. Il s'agit tout simplement du plus grand crâne de tricératops jamais trouvé à ce jour. Même dans Jurassic Park de Steven Spielberg, on n'avait pas osé voir aussi grand. Bien sûr, devant un tel spécimen, tout le monde s'attend à ce que la vente aux enchères explose. La tête, elle va aller par là. Découvert en 2014 dans le Dakota du Sud aux États-Unis, Big John, c'est son petit nom officiel, va être présenté au monde pour la première fois, et c'est à Paris que cela se passe. L'animal est tellement gigantesque qu'il va falloir attaquer la porte de la salle où vont se dérouler les enchères au pied de biche. Tout droit, tout droit. Un puzzle géant commence alors. Un casse-tête de 8 mètres contenant 349 pièces qui doit être intégralement remonté avant la vente de demain. Mise à prix, 1 million. Et les enchères peuvent s'envoler en quelques secondes. Car les squelettes de dinosaures géants sont devenus les jouets préférés des stars hollywoodiennes. Comme par hasard depuis le premier Jurassic Park. C'est ce que les commissaires-priseurs appellent l'effet Spielberg. Leonardo DiCaprio en possède, comme Brad Pitt, Russell Crowe ou Nicolas Cage. Jour J, cette fois on y est. Seules 50 personnes ont été autorisées à assister à la vente. Et une forêt de caméras. Une indiscrétion nous apprend que 11 personnes sont susceptibles d'acheter Big John. Répartis autour du monde, ils sont soit au téléphone avec leurs assistants ici, soit sur Internet, et peut-être même dans la salle. Les acheteurs tiennent à rester anonymes. Les sommes en jeu sont colossales. Vous êtes prêts? Et nous débutons les enchères directement à 1 million d'euros. À chaque fois que quelqu'un lève la main, c'est 100 000 euros de plus. Ici, dans la salle. À vous de jouer. 3 millions. 4 millions. C'est vous, à 4 500 000. Plus là.
Ici à 4 500 000 au téléphone. 600 4 600 000. C'est ici à 4 800 000. 5 millions ici au téléphone. Aurélia, plus par nous. 5 200 000. Et nous 5 300 000. 500 000. Voilà. Plus par nous. J'adjuge à 5 500 000. Ici, c'est vu. « 5 500 000 avec les frais. Comptez 6 600 000 euros. Adjugé à ce monsieur qui a levé la main pour le compte d'un particulier américain. Peut-être Leonardo, Brad ou Russell d'ailleurs. Je n'ai pas le droit de vous donner son nom, mais c'est un collectionneur américain qui vient d'acquérir Big John. Il est absolument ravi et le Triceratops ira dans son musée personnel. La vente la plus insolite de l'année est également un record mondial absolu pour un Triceratops. Et c'est à Paris que cela se passe. Pourquoi avoir choisi Paris pour vendre Big John? Parce que Paris, c'est le centre du monde. Non, la France est le seul pays qui réglemente la vente publique et c'est qui sécurise énormément tous les acheteurs. Autrement dit, on peut faire des folies car on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur sur la marchandise. La capitale n'aura jamais fini de nous faire rêver. Paris est une ville insolite, bien sûr, ouais, insolite et fascinante. Moi, je découvre toutes les 5 minutes quelque chose de fascinant à Paris et c'est pas fini. Paris vient d'accueillir un Triceratops, cela ne s'arrête pas là. Comme dans toutes les grandes villes du monde, la capitale a ses légendes et ses mystères. Des crocodiles dans les égouts, en passant par les renards du Père-Lachaise, y a-t-il vraiment une faune sauvage au cœur de la capitale? Quand la fiction dépasse la réalité. Hélène Gâteau, vétérinaire à Paris, nous a sélectionné 7 espèces insolites parmi les 1660 qui peuplent la capitale. Et on commence par une superbe demoiselle découverte en 1984, Éléonore, qui a bel et bien existé. Il y a un crocodile du Nil qui avait été retrouvé par des égoutiers. Ils avaient appelé ensuite les pompiers pour venir les épauler. Et cette crocodile a été récupérée ensuite par un parc animalier à Vannes. Le parc a profité de cette histoire rocambolesque pour décorer la loge d'Éléonore en égout de Paris. La crocodile est morte à 30 ans en 2021. Bon, dans la Seine, il y a un truc, faut qu'on vous en parle, c'est pas très joli, des silures. Des poissons plus grands que des dauphins. Figurez-vous qu'en 2020, il y a un silure de 2,43 m et 90 kg qui a quand même été pêché ici dans la Seine. Ce poisson est tellement énorme qu'il s'attaque aux pigeons. Ok, il n'y a qu'une seule vidéo, mais elle est là quand même. Ils se mangent entre eux aussi, il y a du cannibalisme de silures. Ça permet d'ailleurs de réguler la population, c'est quand même pas si mal que ça. Pendant qu'on y est, dans la catégorie qui fait peur, on a ça aussi. Alors en 2013, par exemple, on a trouvé le corps d'un python. Et même un piranha. Tout cela, une fois de plus, est strictement véridique. C'est le genre de découverte que peut faire la brigade fluviale. Heureusement, à Paris, il y a des animaux beaucoup moins agressifs, voire franchement peureux. On recense à peu près 50 à 60 renards, et essentiellement dans les cimetières. Et d'ailleurs, durant le confinement, on a aperçu une portée de renardeaux au cimetière du Père-Lachaise. Donc vraiment, dès qu'il n'y a plus d'humains, les animaux sauvages reprennent un peu leurs droits et les canards quittaient même la berge de la Seine pour aller s'aventurer au sein du Palais Royal, par exemple. Complètement délirant. On les a même entendus hurler dans le parc Monceau. Puis y a-t-il des loups à Paris? Il y en a eu un jour. Ça date aussi, c'était en 1972. Un loup avait été aperçu au sein du parc Monceau. En fait, il appartenait à un artiste qui se produisait dans des cabarets et qui avait un loup qui un jour lui a échappé. Les loups n'ont pas colonisé la capitale. En revanche, il y a une espèce improbable qui n'a rien à faire là et qui s'y plaît très bien. La perruche à collier, qui est une sorte de petit perroquet vert avec le bec rouge et noir. Dans les années 70, c'est un container qui était destiné à une animalerie qui s'est ouvert à Orly.
Et depuis, on en compterait à peu près 8000 à Paris et en région parisienne. Des perruches à collier, c'est bien gentil, mais il y a plus spectaculaire. Des faucons sur la capitale. Bon, ce sont des faucons crécelles, ils sont tout petits, mais quand même. Si on lève les yeux, on peut aussi voir une espèce d'oiseau assez improbable à Paris, c'est le faucon cresserelle, qui se reconnaît avec ses ailes un peu très fines, pointues, en forme de boomerang. Il y aurait une trentaine de couples qui évoluent dans Paris. Et où niche-t-il? Eh bien, il niche, par exemple, au sein de la Tour Eiffel. Il y avait même des faucons cresserelles qui vivaient et qui vivent d'ailleurs toujours sur la cathédrale de Notre-Dame. Et quand elle a pris feu, eh bien, ils s'en sont sortis, ils sont allés nicher ailleurs quelque temps. Ils ont recolonisé ensuite Notre-Dame de Paris. Et voici l'espèce la plus surprenante de la vie générale. Le grillon que l'on a retrouvé cette fois dans les stations de métro, ligne 3 et ligne 9. Et ce grillon eh bien, se nourrissait des mégots laissés par les Parisiens. Alors depuis que la cigarette est interdite dans les stations, eh bien, et cette population a drastiquement diminué. Qu'à cela ne tienne, la Ligue de protection des grillons du métro parisien a vu le jour en 1992. C'est pas des blagues. Tellement sûr d'elle, la Seine, la Seine, la Seine. Paris compte officiellement 20 arrondissements. Mais les Parisiens aiment à dire qu'il en existe un 21e, le plus beau, la Seine. L'arrondissement le plus libre, le plus fou, le plus dépaysant aussi. Au moindre rayon de soleil, on vient s'y pavaner, s'y embrasser. La Seine traverse Paris sur 13 km. On y compte 37 ponts. Et entre la rive droite et la rive gauche, 10 hectares de quais sont aménagés. De quoi faire la part belle aux 240 bouquinistes, aux pêcheurs, on compte aujourd'hui une trentaine d'espèces de poissons différentes, aux coureurs, aux cyclistes, aux flâneurs et autres musiciens. Les quais de Seine, un immense espace de liberté pour les Parisiens qui s'y retrouvent pour jouer à la pétanque et danser. En face de l'île Saint-Louis, les jardins de Tino Rossi ont quelque chose de magique. Le mercredi, c'est rock'n'roll. Des soirées organisées par des passionnés, gratuites. On s'y retrouve entre débutants, experts et curieux. À quelques mètres de là, on y danse la salsa, le tango, la valse. Vive le retour des bals! Pour profiter pleinement de toute cette vie sur les berges, le top, c'est la croisière entre copines. C'est vraiment Paris aux Parisiens. Et là, de voir Paris comme ça, retomber amoureuse tous les jours. Garantie 100% impossible de se lasser d'un tel paysage. Et nous voilà arrivés à destination. Cet étrange objet flottant que Karine va nous faire visiter est le seul et unique hôtel sur la Seine. Et regardez, au milieu, il y a même une piscine. On va vous montrer. Parfaitement intégré dans son paysage parisien, tiens, revoilà un pêcheur. Il y a même des danseurs un chouïa nostalgiques. Cet hôtel unique et insolite, c'est avant tout une prouesse technique. Ici, c'est vraiment, c'est pas bienvenue ici, c'est bienvenue à bord. On monte, on est passé par une passerelle. Donc il y a vraiment cette sensation de voyage. On part quelque part, on a notre valise, mais on part en voyage sur la Seine. Un voyage immobile puisque le bateau ne vogue pas. Mais en quelques secondes, voilà qu'on se met à voir la capitale autrement. On est ailleurs, mais en même temps, on a toujours des petits rappels parisiens, notamment le métro que vous voyez, qui est un pont construit par Eiffel. Donc on est baigné dans Paris. Un projet insolite qui a vu le jour en 2016 grâce à une prouesse technique. 2 flotteurs ont été assemblés à Rouen. On y a déposé et monté les 54 chambres et les 4 suites de l'hôtel. Puis, on a fait remonter la Seine à chaque flotteur séparément. L'explication est technique. L'ensemble du bateau est trop large pour passer sous les ponts de la capitale.
Et hop, arrivé à Paris, on réassemble le tout sur les berges entre la gare d'Austerlitz et l'étonnant musée de la mode et du design. Donc ici, un flotteur. En face, un deuxième flotteur. Et au milieu, j'allais dire, au milieu coule la Seine. Mais c'est ça, en fait. En dessous de la piscine, coule la Seine. Voilà. Ça, c'est côté restaurant et bar. Côté hôtel, c'est romantique à souhait. Qui ne rêverait pas d'une nuit en amoureux au bord de la Seine? Un week-end des paysans, autour de 200 € la nuit, les pieds dans l'eau. Et devinez qui pourrait venir vous saluer au réveil? Ici, il y a un côté magique et féerique. On est baigné dans la nature, mais en fait, on a aussi nos petits animaux. On a 2 cygnes, un couple qui est bien là. Donc le matin, vous pouvez vous réveiller avec les 2 cygnes qui passent devant votre chambre. C'est totalement magique. En attendant, ça va bientôt être l'heure de l'apéritif. La ville lumière va encore une fois nous épater et il est temps pour nous de nous faire plus discrets. Ah, la Seine, tellement romantique, ça marche à tous les coups. Et on aurait tort de s'en priver. Du rêve, il y en a partout. Comme cette station de métro qui ne pense qu'au cinéma. Je suis le poinçonneur des lilas. Serge Gainsbourg chantait le poinçonneur des lilas. Eh bien, voici la station en question qui date de 1921. 10 000 voyageurs empruntent chaque jour cet accès, sans se douter un instant de ce qu'il se trame un peu plus bas. Voici Karine. Derrière une porte dérobée, elle nous emmène sur un quai que nous avons tous déjà vu sur grand écran, mais que personne n'a emprunté depuis 1939. Un véritable studio de cinéma au cœur du réseau métropolitain. Alors, je vous emmène dans une station qui s'appelle la station cinéma de Porte des Lilas. Une station fermée au public, mais très prisée des réalisateurs. Car oui, quand nous regardons un film ou une publicité qui se déroule sur un quai de métro, pour ne pas interrompre le trafic, on vient tourner ici. Depuis plusieurs mois, par exemple, une superbe publicité tourne en boucle pour un parfum de luxe bien français. L'actrice Rooney Mara déambule dans le métro parisien à la recherche d'une soirée interdite. Si vous vous souvenez, dans la séquence, elle rentre dans une station à Paris en extérieur et elle se retrouve sur le quai de Porte des Lilas. Et d'ailleurs, le réalisateur n'a pas souhaité renommer la station avec un autre nom de station. Il a laissé Porte des Lilas. Cette station, elle est uniquement dédiée au tournage de films. On n'y rencontre jamais du public puisqu'en réalité, la circulation des trains, elle est parallèle. À quelques mètres d'ici, vous avez une vraie vie avec des vrais clients qui utilisent le métro au quotidien sans savoir que peut-être à quelques mètres d'eux est présent sur la station une célébrité, un acteur très connu, internationalement connu. Ils ne le savent pas. Ici, on est complètement isolé. C'est ce qu'on appelle un studio cinéma. Et effectivement, à quelques mètres de là, les Parisiens ne peuvent se douter de rien. Prenons le fabuleux destin d'Amélie Poulain, par exemple. Le film se déroule à Montmartre. Et la station Abbesse y a un rôle primordial. Eh bien, tout a été tourné à la station cinéma de la Porte des Lilas. Comme toutes les stations de métro se ressemblent, il suffit juste de changer le nom de la station et personne n'y voit que du feu. Hop, 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 les panneaux Abbesse. La magie du cinéma fait que la station Porte des Lilas peut s'appeler Abbesse aujourd'hui, Ségur, en fonction du film en fait. Donc c'est un peu une station caméléon qui va s'adapter en fonction des scénarios et des séquences souhaitées. Car oui, à condition de débourser 17 000 € la journée, vous pouvez tout changer. Mais alors vraiment tout. Pour tourner un film d'époque, à ce prix, on vous fournit une rame de métro des années 40 et même le chauffeur qui va avec. Vous allez pouvoir changer les néons si la lumière ne vous convient pas, renommer la station, couvrir tous les formats publicitaires, les 4x3, avec la publicité qui correspond à votre film. Et là, vous maîtrisez, vous faites ce que vous voulez. Pratique.
Les fonds verts sont déjà posés pour les petits trucages. On peut même faire des courses-poursuites dans les tunnels. On a à peu près 1 km de tunnel. Et donc ce kilomètre va permettre au train de reculer suffisamment loin tout au fond et de faire des arrivées de train à la demande de la mise en scène. Un système astucieux qui permet de tourner autant de prises que nécessaire pour être sûr d'avoir une scène culte. Ici, l'inoubliable Jean-Paul Belmondo fait lui-même ses cascades dans Peur sur la ville en 1975. Heureusement, tout est sécurisé. Car depuis le temps, on aurait déjà perdu la moitié du casting mondial, d'Adjani dans Subway à DiCaprio dans Inception. Pour toutes les séquences de cascade où il faut maîtriser le train et couper le courant, en fait, on va mettre des agrès sur les voies, ici. Et ça garantit qu'il n'y a pas de circulation d'électricité, d'accord? Donc le courant est coupé et ça va permettre en fait à la mise en scène, aux comédiens, de pouvoir déambuler sous tunnel pour les besoins de la mise en scène. Comme la Tour Eiffel, le métro parisien symbolise à merveille la capitale. Alors tout le monde veut y tourner sa scène. Ici, on a eu Meryl Streep, Kevin Costner, Gilles Lelouch, Sophie Marceau, Danny Boone. Une 60aine de films sont tournés tous les ans sur l'ensemble du réseau métropolitain. Le top du top, c'est la ligne 6, la ligne aérienne qui passe par Passy en traversant la Seine. Tous les Parisiens vous le diront. D'ailleurs, notre bébel national, encore lui, n'a eu besoin que de 4 folles minutes de poursuite sur le tronçon pour faire passer Peur sur la ville à la postérité. Si le look des Parisiens a bien changé depuis 1975, il n'est toujours pas nécessaire de voyager sur le toit pour apprécier le panorama. Paris s'offre à toutes et à tous, alors pourquoi s'en priver ? Pour info, le dernier métro est à 1h15. Laissons Jean-Paul Belmondo à ses cascades et allons nous coucher. Car demain, dès 6h du matin, nous retrouvons nos nouveaux amis. Vous savez, Dolmen et Best, les beaux gosses de la place des Vosges. En revanche, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait là. Boulevard Henri IV, à quelques pas de la Bastille, mais au milieu de nulle part. Pas d'écurie en vue, pas de garde nationale non plus. Quand soudain, quelques notes réveillent le quartier. Le son du clairon. Diable! Nous voilà au quartier des Célestins. Le quartier des Célestins, c'est 4 hectares juste à côté de la Bastille, une sorte de village gaulois. 150 chevaux, 150 personnes pour le régiment de cavalerie, plus la fanfare, le cœur de l'armée française et leurs familles. Comptez 500 personnes logées sur place, un vrai village. Marie est une jeune cavalière de 29 ans. Et comme tous les cavaliers, elle doit s'occuper des chevaux tous les matins dès 6h30. Tous les matins, on a l'échauffement physique avec la fourche. Le fait d'être logé sur place, on a juste à descendre les escaliers et puis finalement on est en contact direct avec les chevaux. De nos fenêtres, on entend les chevaux marcher, plus que la circulation. Donc c'est quand même un bel avantage qu'on a dans notre métier à Paris même. Quand je passe les grilles de la caserne, donc quartier des Célestins, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans une autre dimension. C'est assez particulier, on n'imagine pas qu'il y ait un si grand quartier, aussi atypique, en plein cœur du 4e arrondissement de Paris. Une fois les chevaux préparés, direction le manège. Et vous allez voir que si ces chevaux ne disent rien quand ils se font klaxonner dans les rues de Paris, c'est grâce à leur caractère, bien sûr, mais aussi à la patience de leurs cavaliers et de Jean-Phi. Voilà, donc ça, c'est un travail quotidien, en fait. Hein. Lieutenant formateur exceptionnel. Au passage, admirez cette superbe structure métallique dessinée par Gustave Eiffel. Oui, le même ingénieur à qui l'on doit la Tour Eiffel.
Donc ici, on travaille les chevaux de manière à ce qu'ensuite, dans nos missions au quotidien en ville, qu'il soit comme dans son élément, au milieu du capharnaüm de la circulation. Voilà. Des exercices qu'on appelle des embûches. Il permet de désensibiliser les chevaux. Attention, il ne s'agit pas de les rendre stupides, mais de leur permettre de gérer leur peur. Alors, le bac à bouteilles, c'est un exercice assez complet en fait. Quand le cheval va marcher sur les bouteilles, il écrase des choses, il sent bien que le sol n'est pas comme le sable. Hein, voilà. Donc ça, c'est une première chose qu'on travaille. La deuxième chose qu'on travaille avec ça, c'est le bruit que ça fait. Ah. Le cheval va écraser ses bouteilles, ça va générer un bruit qui n'est absolument pas naturel. Et cette embûche va nous permettre donc d'obtenir la confiance du cheval sur tout type de revêtement. Des heures et des jours, des mois inhabituels et inconfortables pour le cheval, pour finalement créer une complicité avec le cavalier. Sur cette embûche, le rideau de drisse est déployé des deux côtés. Le cheval ne voit pas bien ce qu'il y a derrière. Et ça, le cheval n'aime pas. Il n'aime pas ne pas savoir où il va. Voilà, là on se rend compte là tout de suite que c'est pas simple. Hein. Le cheval, là, c'est les premières fois qu'il passe cette embûche. C'est pas simple, c'est pas naturel du tout. La deuxième difficulté, c'est qu'au moment du passage, il est touché partout sur le corps par les drisses. Le cheval, c'est un animal particulièrement sensible sur son épiderme. Il est capable de sentir une mouche. On voit, il y a des muscles tactiles sur tout le corps. En patrouille, il y a des gens qui s'approchent sans rien dire. On n'est pas forcément... voilà, et qui viennent toucher le cheval. Bon, il ne faut pas que le cheval réagisse. Il faut donc imaginer toutes les situations à risque, y compris les plus inattendues. Allez, c'est parti. L'exercice le plus difficile est sans doute l'épreuve du feu. C'est là qu'il ne faut surtout pas que le cheval flanche. Si vous sentez que votre cheval est un petit peu flottant, repassez au tronc. Moi, ça me gêne pas. Alors, on reconnaît un cheval inquiet sur les embûches. Il va se redresser, il va redresser la tête, il va bouger beaucoup les oreilles pour essayer d'écouter tout ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe sous ses pieds. Passe le portique, au moment où tu arrives au niveau du portique, je regarde où je vais. Ton regard. C'est pas grave, on revient tout de suite. Passe dessus, bien. Travaille. On pourrait y passer des journées à regarder ces équipages au travail. Mais on a tellement de choses à vous montrer ici, à la garde républicaine, au cœur de la capitale. Même si on est d'accord, on est un peu sur une autre planète. C'est ce que doivent se dire tous les matins les habitants du quartier d'ailleurs. Non, de mieux en mieux. Un maréchal ferrant dans Paris, on aura tout vu. Voici Maxime. Là, bien sûr, c'est indolore pour le cheval. Plus fort encore, ils sont plusieurs. Voici Aurélien et ses assistants. Là, je suis là. Non contents d'être les seuls et uniques maréchaux ferrants de Paris, ils sont en plus les derniers en France à maîtriser ces gestes d'un autre âge. Si je fais ça, c'est pour garder les traditions françaises. Ça se fait encore un petit peu dans les concours maréchalerie, etc. Mais après, normalement, non. Il n'y en a plus beaucoup qui le font. À 3 marteaux, il n'y en a plus qui le font. Aujourd'hui, la machine a remplacé l'homme. Et on a perdu la petite musique des marteaux sur l'enclume. Ce qu'on appelle carillonner. Si je vais taper plus vite, ils vont aller plus vite. Si je vais taper plus fort, ils vont aller taper plus fort. C'est selon ce que moi j'ai besoin et la vitesse que j'ai besoin. Et dès que je mets ce marteau sur le côté, ça veut dire qu'ils doivent arrêter. Bon, il y a 190 chevaux à la garde républicaine à Bastille. À raison de 4 fers par cheval, ça nous fait 760 fers à changer tous les 6 mois. Et en plus, il faut tenir compte des quartiers. Alors, on a ces fers-là pour les chevaux qui font Montmartre. Parce que Montmartre, c'est assez pentu et c'est des pavés. Donc ça glisse beaucoup, surtout en temps humide, etc. Mais là, c'est vraiment des fers où il y a du caoutchouc. Et du coup, ça limite les glissades. De toute façon, pour les chevaux, c'est comme du sur-mesure. Parce qu'à chaque fois
Là, on fait une taille, mais ce fer sera réchauffé pour adapter au pied du cheval. Allez, on prend à gauche. Et c'est Maxime qui a la lourde responsabilité de poser les fers. Un travail d'orfèvre. Après, ouais, faut prendre le bon angle aussi. Le moment le plus délicat, parce que si je me suis trompé en ajustant le fer, je peux me retrouver dans les tissus vivants du pied et donc le faire boiter. On a environ 1 ou 2 mm de marge de manœuvre pour pouvoir mettre les clous. Le cheval marche sur son doigt et peu importe l'activité qu'il a, que ce soit du loisir ou du travail, bah ça reste un athlète. Voilà, si on se loupe au niveau de l'aplomb, il va être boiteux. Enfin, il risque d'être boiteux. Et voilà pour lui. Ok, c'est parti, on va aller regarder le cheval trotter, voir si tout va bien. On va vérifier que le cheval se déplace correctement, si sa locomotion est bonne, pour qu'il puisse aussitôt repartir en patrouille. Allez, c'est parti. Allez, au trot. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de boiterie, le cheval va bien, il n'y a pas de mouvement de balancier de la tête qui va nous dire qu'il a mal à plus à un pied qu'à un autre. Voilà. Il est nickel. Ok, merci. Laissons quelques instants notre village gaulois pour retrouver sa fanfare au complet. Ça va être grandiose, on les adore. Et partons filmer ces artistes qui embellissent les rues de Paris. Paris s'habille et se déshabille. En l'espace de 40 ans, Paris est devenu incontournable avec le street art. Comprenez l'art urbain. Que ce soit officiel avec l'artiste Christo enveloppant l'Arc de Triomphe, JR, la star française, passait maître dans l'art du trompe-l'œil en jouant avec les perspectives du Louvre ou de la Tour Eiffel. J'ai une petite surprise pour vous. On vient de finir d'installer, ça ressemble à ça, et vous êtes tous les bienvenus à venir marcher dessus. En quelques années, certains artistes de rue ont atteint des cotes faramineuses. Le mystérieux Banksy, le plus connu de tous, dont on ne sait presque rien, a vu sa peinture, Le Parlement des singes, s'envoler à 11 millions aux enchères à Londres en moins de 13 minutes. Paris est aujourd'hui un musée à ciel ouvert. Aussi, pour découvrir qui sont ces artistes passionnés, nous avons suivi Fred Le Chevalier. Sa technique, le collage. Tous les Parisiens connaissent ces superbes et incroyables personnages aux quatre coins de la capitale. Nicolas Logéraud, lui, est commissaire d'exposition spécialisé dans l'art urbain, collectionneur et incontournable dans ce nouveau marché de l'art. Les œuvres qui recouvrent les murs de la capitale ont, elles, un prix. Nous allons voir ça. Direction Montmartre pour une session de collage. J'aime bien découvrir une ville en marchant. Et le collage, ça accompagne bien cette idée de découverte, de recherche du mur qui va correspondre. Un pinceau, de la colle, des dessins prédécoupés de toute taille, Fred Le Chevalier distille de la poésie au gré de ses inspirations en quelques secondes. Ça sert à quoi de coller? Coller, ça sert à rien. C'est plutôt une activité agréable pour celui qui le fait. Ça peut amener à s'arrêter, ralentir, lever les yeux. S'il y a une personne ou des personnes qui s'arrêtent, qui se racontent une histoire, qui réagissent et que ça les sort un peu du rythme effréné parisien, c'est réussi. Si ça ne sert à rien, alors une mosaïque d'Invader, il y en a partout dans la capitale et c'est un des street artistes les plus connus, ça ne sert à rien non plus. Et pourtant, le bruit court qu'une œuvre d'Invader vaut très très cher. Invader, c'est vraiment une légende, c'est un des pionniers du mouvement. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un artiste qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris. Et en fait, c'est un artiste qui fait s'échapper le personnage du jeu vidéo Atari des années 80, Space Invader, et il vient le libérer dans la ville. Aujourd'hui, un Invader original de cette taille, ça coûte 300 à 400 000 euros. 300 ou 400 000 euros. Invader, c'est un des artistes les plus importants au monde avec Banksy, un des plus cotés. Mais les murs de Paris valent une fortune alors. Et les œuvres de Fred Le Chevalier, qui a la même visibilité qu'Invader et qui a au moins le même talent, doivent avoir la même cote alors. Les Parisiens n'ont qu'à découper les murs pour être riches. Cette pièce-là, si je l'arrache, c'est des vulgaires carreaux, ça ne vaut rien.
on revient toujours, c'est les pièces de marché avec un certificat d'authenticité. Donc surtout, n'arrachons pas les pièces dans la rue, elles n'ont aucune valeur. Donc il y a le travail de rue, c'est un cadeau pour les enfants, pour les gamins, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. Ça, c'est fabuleux, c'est ça le street art. Mais en parallèle, ces artistes, il faut qu'ils vivent de leur pratique. Et donc, ils ont un travail d'atelier. Ce travail d'atelier, il va être en marché, il va être dans des galeries. Et ça, ce marché, il a explosé depuis une quinzaine d'années et surtout ces dernières années. Qu'on soit en galerie ou pas, toutes ces œuvres valorisent la capitale. C'est sans doute pour ça que la police et la mairie sont particulièrement tolérants avec les artistes. On peut tomber sur des policiers encourageants, ça m'est arrivé. Je collais de nuit au départ, jusqu'à ce que je tombe sur un policier qui fait marche arrière en voiture. Je m'attendais à ce que ça soit compliqué et qui me dit « Non, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue. Rien sur les monuments publics, mais bravo, c'est chouette. » Donc voilà, il y a des réactions qu'on n'attend pas. Ces œuvres, elles rendent la ville de Paris plus belle. D'ailleurs, la mairie tolère ces œuvres, elles ne sont jamais arrachées. Elles sont même protégées des petits malins qui essayaient de les enlever il y a quelques années. La mairie a intenté une action. La mairie a intenté une action contre les gens qui venaient dégrader l'œuvre. Donc ces œuvres font partie du patrimoine parisien. Ça, c'est chouette. Quelle reconnaissance pour l'artiste. Paris est un terrain de jeu où chaque artiste a sa démarche. C'est bien ce qui est magique. Il y a un côté très enfantin dans le collage. C'est comme quand t'es petit et que tu te construis une cabane dans un bois ou que tu escalades un muret pour voir ce qu'il y a derrière. En collant, tu te remets à escalader des poubelles, à avoir un regard comme ça sur l'environnement un peu différent. Et peu importe si telle ou telle œuvre vaut de l'argent ou pas. De toute manière, dans la rue, elles sont juste faites pour les patients attentifs. Il faut apprendre à lever les yeux, il faut apprendre à regarder Paris autrement. C'est ça que je vous demande. De lever la tête et de regarder les œuvres d'art dans la ville. Et on va découvrir tout un monde, en fait, qui va s'ouvrir à nous. Retour à la Bastille, au quartier des Célestins. Vous savez, ce village insoupçonnable de 4 hectares au cœur de Paris. Dans la catégorie activité insolite, je demande la fanfare de la garde républicaine. Vous savez, la fanfare, nous la voyons à l'œuvre tous les 14 juillet, l'unité la plus attendue sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est un petit peu de la mise en scène, hein, donc on est un petit peu metteur en scène également. Voici le lieutenant Garnier, trompette major, chef d'orchestre, metteur en scène et bien évidemment cavalier. Le plus compliqué, c'est de faire la musique à cheval, aux différentes allures, au pas et au trot. Il reste que ces 40 musiciens, des trompettistes aux timbaliers, ont tous un excellent niveau musical. Pour faire partie de la fanfare, il faut d'abord être musicien. C'est ce qu'il y a de plus long, l'apprentissage de la musique. Et ensuite, quand on intègre le régiment de cavalerie, on a été recruté donc en tant que musicien, on est formé à cheval au centre d'instruction de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye. Eh bien, maintenant, en selle pour un exercice dans la cour d'honneur du quartier des Célestins, ici, en plein 4e arrondissement de Paris. Il ne nous reste plus qu'à vous présenter la vraie star de la fanfare, le sublime Baccarat. Je vous présente Baccarat, qui est le cheval de tête du régiment, donc le cheval de trompette major. Il a comme lourde tâche d'assurer le bon déroulé à chaque fois, de chaque défilé. Il a conscience vraiment de son poste, parce qu'il n'apprécie guère qu'on le double, en général, dans l'exercice. Hein, il a tendance à baisser les oreilles et à ne pas se laisser faire. Et puis, dès qu'il est dans son poste, en tête du régiment, il prend vraiment une position très arrondie, très imposante. Il est tout à fait dans son rôle et je pense qu'il a conscience de ça, oui. Il est fier, il est très très fier. On a l'impression qu'il prend la pause pour la caméra. Oui, il est un petit peu star. Et regardez avec quelle élégance et quelle assurance Baccarat impose le silence. Allez, pour la fanfare, garde à vous. Direction la cour d'honneur. Par 3 et 2. En avant au pas. Marche.
Mais comment ça marche? Comment le lieutenant Garnier dirige-t-il la fanfare en lui tournant le dos? Donc je lève la trompette pour dire attention, il va se passer quelque chose. Et là, je fais le geste d'emboucher. Et tous les musiciens embouchent, sont prêts à jouer. D'accord? Trot numéro 1. Trot numéro 1. Pour faire le départ, je décompose une mesure en C barré. 1, 2 et... Et pour arrêter, la même chose. Voilà. En à peine quelques minutes, nous sommes partout, sauf à Paris. Et pourtant... On est bien à Paris. À en voir cet univers un petit peu de campagne, on serait loin de se douter que nous sommes en plein cœur du 4e arrondissement de Paris. Bon, eh bien si on est au cœur de Paris, avec 26 trompettistes et 2 timbaliers, il y a un moyen très simple de le vérifier. Est-ce qu'il y a des voisins qui se plaignent? Non, non, au contraire, les voisins sont très, très heureux. D'ailleurs, ils nous accompagnent à toutes les sorties par leurs encouragements et leurs applaudissements. On a vraiment conscience d'avoir une chance inouïe. Nous sommes les seuls en France à faire ce métier, ce magnifique métier de trompette à la garde républicaine. Dans la plus belle capitale du monde. On avance! Comme il a raison, le lieutenant Garnier, trompette-major. Paris est la plus belle capitale du monde. Et tant pis si on est chauvin et quelquefois de mauvaise foi. C'est pas bien grave. Paris, on l'aime. Ses excès, ses excentricités, ses folies, mais Paris.